Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors je sais qu'il y en a qui sont en présentiel dans la salle et d'autres qui se trouvent malheureusement, compte tenu des circonstances, à l'extérieur. Mais je sais que malgré tout, nous sommes nombreux à assister à cette soirée et à cette conférence. Et je voudrais remercier particulièrement Madame Tardieu d'avoir choisi Billon pour faire cette conférence et bien sûr les intervenants. Donc bienvenue à Billon et je vais laisser la parole maintenant au président de la communauté de communes et aux intervenants. Bonne soirée à tous. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire, de cet accueil. Je voudrais, oui, effectivement, remercier Michel Tardieu, qui était la cheville ouvrière de l'organisation de ce webinaire. Saluer madame le professeur, excusez-moi, Martine Duclos, qui est chef de service du sport au CHU, de médecine du sport. Et si notre territoire a été effectivement choisi, ça a été une démarche volontaire, puisque nous avons conscience que la santé, c'est quelque chose d'excessivement important. Et si on peut, en amont des problèmes de santé, essayer de les résoudre en partie, je crois que le fait de sortir de la sédentarité peut être un très bel outil pour l'éviter. Donc merci à l'ONAPS. Le territoire et l'action qui est menée sur ce territoire va bien au-delà des limites de notre communauté de communes, puisque sur Paris, déjà, on va être écouté et M. Damien Cambredet va aussi intervenir pendant ce webinaire pour nous dire tout le bien qu'il pense d'une part de cette expérimentation, mais de l'intérêt que nous avons à inciter les habitants de Billon Communauté, mais bien au-delà de tout ça, à d'être un peu moins sédentaires, de pouvoir à tout âge faire l'activité physique qui s'impose si on veut rester le plus longtemps en bonne santé, ou peut-être tout simplement aborder les difficultés de la maladie quand on est en meilleure forme physique. C'est quelque chose qui est aussi important. 2024 se retrouve autour de vous à distance, certes, ce soir, parce que au-delà de l'exemplarité qu'on essaie de promouvoir dans l'organisation des Jeux Olympiques, qui est évidemment le premier axe de travail pour lequel nous travaillons au sein de la direction Impact et Héritage, dont je fais partie, au-delà de cette dimension exemplaire sur un terrain écologique, social et économique, on souhaite aussi utiliser les Jeux de Paris 2024 comme un accélérateur d'une prise de conscience que vous évoquiez à l'instant, Monsieur le Président, sur l'importance de l'activité physique et sportive pour la santé, l'importance majeure de l'activité physique et sportive au quotidien, sur les risques de la sédentarité, qui est une vraie bombe à retardement de santé publique, mais le professeur Duclos en parlera bien mieux que moi, et sur les solutions qui existent, au-delà du message alarmiste. On souhaite aussi promouvoir des solutions pour bouger plus, pour donner envie de bouger plus au quotidien, que ce soit à l'école, et on promeut 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire notamment, parce que c'est à cet âge-là, mais encore une fois, je dis ça sous le contrôle du professeur Duclos, que les habitudes actives se prennent et que le capital santé se bâtit, même s'il n'est jamais trop tard. En entreprise, parce qu'on sait tous qu'on passe beaucoup de nos journées professionnelles en sédentarité, assis, et puis en ville. Et quand je dis en ville, je veux dire plus largement dans les territoires et avec l'appui des collectivités locales, qui ont un rôle majeur à jouer. Ainsi que tous les acteurs de la société civile, qu'il s'agisse du mouvement, du monde sanitaire, associatif, sportif bien sûr, mais aussi scolaire, de l'insertion sociale, etc. Toutes les politiques publiques peuvent prendre une part, l'aménagement urbain évidemment, à cette démarche de promotion de l'activité physique et sportive, et on espère que Paris 2024 peut être un accélérateur. Concrètement, on a élaboré avec l'appui du collectif pour une France en forme, dont le professeur Duclos fait d'ailleurs partie, et je le remercie aussi à ce titre, des fiches pratiques. Vous êtes les tout premiers à qui j'ai l'occasion d'en parler, puisqu'elles seront diffusées, je l'espère, dès la semaine prochaine. 5 premières fiches pratiques à destination des maires et à destination des référents Terre de Jeux. Vous savez peut-être qu'on a créé un label à destination des collectivités territoriales qui s'appelle Terre de Jeux 2024, pour toutes les villes qui souhaitent s'engager dans cette dynamique. Et au-delà de ces fiches pratiques, on a aussi mis en place un fonds de dotation Paris 2024 qui finance des projets qui soutiennent, qui utilisent le sport et l'activité physique à des fins d'intérêt général. Ça peut être pour la santé, on l'évoquait et c'est l'objet de notre échange, mais aussi pour l'inclusion, pour l'éducation. Et donc je vous encourage à candidater. Je sais d'ailleurs que ça a été le cas l'an dernier. C'est ce qui nous a amené à prendre connaissance de ce beau projet d'ailleurs. À l'appel à projet Impact 2024. Pour votre information, je le dis pour les élus, mais aussi pour tous les acteurs réunis ce soir, associatifs notamment et sportifs, éducatifs. On est passé d'une dotation de 1,7 million l'an dernier
à 4,9 millions de dotations cette année, avec l'appui de l'Agence nationale du sport et du Comité olympique et paralympique français. Donc, ça triple à peu près les chances, enfin, les montants de dotation et donc les chances d'être lauréat. Donc, je vous encourage toutes et tous à candidater à nouveau parce que votre territoire est porteur de projets innovants. Et pour conclure, justement, c'est la raison pour laquelle on a souhaité subventionner et soutenir ce projet qui va vous être présenté, parce que c'est vraiment le cœur de notre ambition que de soutenir des projets qui partent d'une démarche scientifique, d'une démarche d'évaluation pour diagnostiquer les besoins, comprendre les leviers, qui ensuite expérimentent, et là aussi c'est au cœur de la dynamique que vous engagez, et ensuite avec l'espoir, et on ne s'en cache pas, de répliquer, de faire changer d'échelle des initiatives qui auront fait leurs preuves. Donc j'espère qu'on est au tout début d'un projet qui pourra prospérer et grandir. Je remercie tous les acteurs impliqués dans sa conduite et sa réussite, et je ne m'étends pas, je vous laisse la parole, professeur. Merci Damien Combaudet. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, merci de votre invitation. Donc pour parler d'activité physique et de santé, je commencerai par... Bon, vous connaissez tous les effets du tabac. On parle beaucoup de tabac tue, mais peut-être ne savez-vous pas que en fait, l'inactivité physique est responsable d'autant de morts dans le monde que le tabagisme, c'est-à-dire à peu près plus de 5 millions de décès par an dans le monde. Et on sait que si tout le monde faisait de l'activité physique, on pourrait diminuer le nombre de décès, en tout cas dans l'Europe, de 10%. Simplement le fait de bouger régulièrement. Alors, quand on parle d'activité physique, il faut juste faire un point sur ce qu'on entend par activité physique. C'est-à-dire, l'activité physique, c'est tout mouvement produit par la contraction des muscles qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Donc, en d'autres termes, dès que vous vous mettez debout et que vous commencez à bouger, vous faites de l'activité physique. Et en fait, l'activité physique, vous pouvez en faire dans 4 composantes de votre vie quotidienne. Alors, lors du travail, alors en fait, ça touche maintenant peu de personnes, mais c'est encore valable pour, par exemple, les artisans, les maçons en particulier, mais par contre, ceux qui ont un travail où ils sont assis derrière un bureau, bien, on considère que notre activité professionnelle ne génère pas d'activité physique. Lors des déplacements, quand pour aller d'un point A à un point B, vous utilisez des déplacements actifs, c'est le cas du vélo ou de la marche à pied, mais ce n'est pas le cas de la voiture ou de la trottinette électrique. Dans le cadre de la vie domestique, c'est le cas du ménage. Et enfin, lors des activités de loisirs, c'est là qu'on rentre le sport. Donc vous voyez que le sport, c'est vraiment qu'une petite composante de l'activité physique, mais c'est le cas aussi du jardinage, du bricolage. Donc vraiment, l'activité physique, c'est vraiment... elle se fait d'abord dans la vie quotidienne. Donc c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire dans sa vie de tous les jours. Et puis on a défini aussi depuis une dizaine d'années la notion de sédentarité, qu'on confond trop souvent avec l'inactivité physique. Donc l'inactivité physique, c'est tout simplement avoir un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations pour la santé. Donc pour les adultes, c'est faire moins de 150 minutes d'activité physique par semaine, et pour les enfants, c'est moins de 1 heure par jour d'activité physique. Et la sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis entre le moment où on se réveille et le moment où on se couche. Et pour ça, vous comptez tous les temps que vous passez assis dans la journée, que ce soit lors des déplacements passifs, au travail et lors des loisirs. Alors pourquoi on s'intéresse à la sédentarité maintenant? Parce qu'on sait que la sédentarité en elle-même, c'est un facteur de mortalité, indépendamment du niveau d'activité physique. On le sait parce qu'on a des études qui ont mesuré en fait la relation entre le risque de mortalité précoce et le temps passé assis, indépendamment de tous les autres facteurs de risque de mortalité. Donc on mesure en fait, on prend des sujets en bonne santé, on suit leur évolution sur au moins une dizaine d'années, on mesure le nombre de décès pendant cette période et on étudie les facteurs impliqués dans cette mortalité et on met tout au même niveau, donc tous les facteurs de risque, le tabagisme, l'indice de masse corporelle, l'âge, etc. Et on fait juste varier le temps passé assis. Et c'est ce que vous avez sur la diapo. Vous voyez que, en fait, la mortalité, vous voyez, elle augmente de façon proportionnelle au temps passé assis qui est en bas, avec un seuil qui est à peu près de 7h30, c'est-à-dire à partir de 7h30 passées assis par jour, indépendamment de tous les autres facteurs de risque, sont tous mis au même niveau. Eh bien, la mortalité augmente. Ainsi, entre quelqu'un qui passe 7h30 assis par jour et quelqu'un qui passe 8h30, la mortalité est augmentée de 28%.
Et puis, à chaque fois qu'on passe 1 heure de plus, eh bien, la mortalité augmente de façon de plus en plus importante. Et surtout, cette mortalité, en fait, elle est indépendante du niveau d'activité physique. Ça veut dire que même si vous avez un niveau d'activité physique qui correspond aux recommandations, les fameuses 150 minutes par semaine, eh bien, si vous passez au moins 7h30 par jour assis, eh bien, vous avez un surrisque de mortalité précoce. Pourquoi ? Parce que vous augmentez en fait votre risque de développer des maladies chroniques qui elles-mêmes favorisent une mortalité précoce. Et vous verrez, on reverra tout à l'heure, hein, le temps passé assis, en moyenne, c'est pas 7h30 par jour, c'est plutôt 12 heures. Donc on est tous bien au-dessus de ce seuil dangereux pour la mortalité. Alors on peut se dire peut-être, on peut rêver, on peut se dire oui, mais si on fait plus d'activité physique que les recommandations, est-ce qu'on a le droit, en tout cas, est-ce que si on passe du temps assis, plus de 7h30, est-ce qu'on est protégé ? En d'autres termes, est-ce que faire beaucoup plus d'activité physique que les recommandations nous protège d'un excès de temps passé assis ? Donc d'où cette étude qui a porté quand même sur plus d'1 million de sujets, qui a essayé de répondre à cette question. Donc en fait, les sujets ont été répartis en fonction du niveau d'activité physique. Donc ici à droite, ceux qui font rien, enfin 5 minutes par jour. Ensuite, ceux qui sont dans les recommandations, 25 à 30 minutes par jour. Puis ceux qui font 2 fois les recommandations, 1 heure par jour. Et ceux qui sont à 3 fois les recommandations. Et dans chaque groupe, ils étaient séparés en fonction du temps passé assis par jour. Moins de 4 heures par jour, 4 à 6 heures, 6, 8 heures et 8 heures par jour. Et puis on a mesuré donc la mortalité, puis tous les autres facteurs de risque sont mis au même niveau. Et vous voyez que plus on passe de temps assis et plus la mortalité augmente. Au sein de chaque groupe, vous voyez, plus on passe de temps assis, plus la mortalité augmente. Et ce qui est important, c'est que pour que les effets de l'activité physique compensent les effets du temps passé assis, il faut atteindre le pointillé. Et en fait, ce que vous voyez, eh bien, les seuls pour lesquels le niveau d'activité physique atteint les pointillés, c'est quand on fait 3 fois les recommandations. Donc traduction, eh bien, pour compenser le temps passé assis qui est le nôtre, en réalité, il faut faire au moins 3 fois les recommandations d'activité physique, ce qui touche en fait très très peu d'entre nous. Donc l'inactivité physique, c'est vraiment un facteur de risque de mortalité précoce et de développer des maladies chroniques. C'est la même chose pour la sédentarité. C'est pourquoi les recommandations de santé publique pour maintenir sa santé, c'est à la fois d'augmenter son temps d'activité physique et de diminuer son temps passé assis. Et ce n'est pas optionnel, c'est l'un et l'autre. Alors on en est où en France, sachant ce qu'il faut faire ? Eh bien, alors, en termes d'activité physique, on a l'étude ENSS qui date de 2006 et puis l'étude Esteban 10 ans plus tard. C'est des questionnaires d'activité physique, donc en rouge chez les femmes et en bleu chez les hommes, qui montrent en moyenne qu'il y a à peu près 45% des femmes qui déclarent respecter le niveau d'activité physique, contre à peu près 55% des hommes. Bien, donc ça c'est des questionnaires, donc on sait que par questionnaire, les gens surestiment leur niveau d'activité physique. Donc même si on surestime le niveau d'activité physique, vous voyez qu'il y a moins de la moitié des femmes qui respectent les recommandations et à peu près la moitié des hommes qui les respectent. Par contre, si on utilise des capteurs de mouvement, donc là, c'est des petits capteurs qu'on met sur la hanche, il y a moins de 70% des adultes, enfin, il y a 70% des adultes qui ne respectent pas les recommandations, ou en gros, il y a seulement 30% des adultes qui respectent les recommandations. Donc ça, c'est vraiment la réalité chez les adultes. Donc 30% en fait des Français, mais des Européens, respectent les recommandations. Quant à la sédentarité, là on a l'étude de Nutrinet qui porte donc sur les Français, donc c'est les Français qui travaillent, puisqu'en moyenne ils ont 44 ans. Eh bien le temps passé assis, les jours travaillés, c'est 12 heures. Rappelez-vous, le seuil de risque de mortalité, c'est 7h30 passés assis par jour. On passe 12 heures assis, les jours travaillés. Et les jours non travaillés, on pourrait se dire, bon, il n'y a pas le travail, donc on doit être bien en dessous des 7h30, mais pas du tout. On est à 9 heures, les jours non travaillés. Donc que ce soit les jours travaillés comme les jours non travaillés, on est à la fois physiquement inactif en France, comme dans les pays européens, et on est aussi très sédentaire, donc on a le double fardeau, donc c'est pas brillant. Alors les enfants, on pourrait se dire, bon, voyons voir, espérons que chez les plus jeunes, c'est meilleur. Je vous rappelle que les recommandations, c'est 1 heure par jour. Alors là, on a pas mal d'études chez les enfants, et puis on a directement des études avec des capteurs de mouvement, donc
aucun doute sur la fiabilité. Donc là, c'est une étude chez des enfants de 10 ans, 9 ans et demi en moyenne. Donc les garçons, de toute façon, quel que soit l'âge, les garçons font plus que les filles. Les garçons en moyenne 32 minutes, les filles 18 minutes. Et toutes les études, c'est vraiment très intéressant, toutes les études retrouvent exactement les mêmes résultats à 2-3 minutes près. Donc, bien sûr, en dessous des normes, 38 minutes, 32 minutes, 18 minutes. Et on a la même chose partout en Europe. Donc, vraiment, vraiment largement en dessous des recommandations. Et ce qui est surtout très, très inquiétant, voilà, donc ça fait à peu près moins de 10% des enfants qui suivent les recommandations, enfants et adolescents. Et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on sait maintenant que le niveau d'activité physique vraiment s'effondre chez les enfants, non pas comme il y a 15 ans, au moment de l'adolescence, mais à 7 ans, que ce soit chez les filles en haut et chez les filles en bas, et les garçons en haut, quand ils rentrent en primaire, c'est-à-dire quand ils ont tout ce temps contraint à passer assis à l'école. Et puis ça va continuer à baisser, vous voyez. Donc comme la journée, ça fait 24 heures, s'ils passent moins de temps à l'activité physique, eh bien, c'est la sédentarité qui va augmenter. Et on voit qu'effectivement, à 7 ans, ils passent à peu près 51% de leur temps de la journée assis, et on arrive à 74-75% à 15 ans. Donc les enfants aussi physiquement inactifs et sédentaires. Et donc ça, c'est un profil qu'on n'a jamais vu dans notre histoire, parce qu'il y a 15 ans, on n'était pas comme ça. Nous, quand on rentrait de l'école, on allait jouer dehors. Eux, quand ils rentrent de l'école, ils vont jouer derrière leurs écrans. Même chose les week-ends. Et donc, eux, ils commencent très, très jeunes dans la vie avec un profil physiquement inactif et sédentaire. Alors, sans oublier on sait maintenant que cette inactivité physique, elle coûte très cher. Elle avait été estimée dans les pays européens à un coût à peu près à plus de 85 milliards, et en France à un coût de 5 milliards d'euros par an. Mais ça, c'est très sous-estimé parce que ça n'a estimé que les coûts liés au diabète de type 2, aux accidents vasculaires cérébraux, maladies coronariennes, cancer du sein et du poumon. Donc on oublie là-dedans le cancer du côlon et puis toutes les autres maladies neurodégénératives, etc., les démences. Voilà, donc déjà 5 milliards d'euros, ça fait très mal. Alors qu'il avait été montré sur une étude de l'OCDE que si on partait de 25% des Français qui étaient physiquement actifs, et que si on augmentait simplement de 10% la part des Français qui devenaient actifs, donc on passait de 25% à 27,5%, eh bien on avait une économie de santé, donc on faisait la différence entre les coûts supplémentaires engendrés et le gain net. Eh bien on avait une économie de santé d'à peu près, donc on était à 600 millions. On gagnait 600 millions qui étaient donc économisés. Et si, par exemple, alors si je mettais ça, ce serait mieux, 300 millions. Et si on augmentait, par exemple, de 40%, c'est-à-dire si on passait seulement à 35% des Français qui respectaient la recommandation d'activité physique, ça faisait 1 milliard d'euros économisés en France. Donc vous voyez, de petites augmentations vont induire des économies extrêmement importantes. Sans oublier aussi qu'on va créer des emplois. Parce que si on fait faire de l'activité physique, eh bien, on va créer des emplois, ne serait-ce que parce qu'il faudra des professionnels de l'activité physique, qu'il faudra aussi vendre des vêtements, vendre des vélos, etc. Et donc, il va y avoir en plus une création d'emplois. Alors, maintenant, les effets de l'activité physique sur la santé, si on rentre directement dans le cœur du sujet, la première chose qui semble évidente, mais il faut expliquer pourquoi c'est intéressant. Si on fait de l'activité physique, on va augmenter sa condition physique. Et la condition physique, c'est d'abord la capacité aérobie, c'est-à-dire les capacités en endurance, qu'on appelle aussi les capacités cardio-respiratoires, et la force musculaire. Alors, effectivement, si on fait de l'activité physique, on va augmenter sa capacité en endurance. Alors, la capacité en endurance, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? C'est juste valable pour les grands sportifs, Donc on fait un test d'effort, on mesure la consommation d'oxygène et on voit jusqu'à combien on peut augmenter par rapport au repos sa consommation d'oxygène. Oui, mais nous, ça nous intéresse beaucoup, on en fait beaucoup chez les malades, parce que quand on mesure votre consommation d'oxygène, ce qu'on mesure, c'est la capacité que vous avez à puiser de l'oxygène dans l'air ambiant, ensuite ça passe dans les poumons, puis ensuite ça va passer dans votre cœur gauche, puis ça va circuler dans le sang, donc c'est toute la capacité, tout le transport du sang, d'hémoglobine, puis ça va être consommé par le muscle, donc c'est toute la capacité qu'a le muscle à consommer l'oxygène, et puis ensuite dans le muscle et dans la mitochondrie, qui est en fait l'usine à transformer l'oxygène en énergie, en ATP. Donc c'est tout le système en fait
ce qu'on appelle aérobie, parce qu'en fait, vous êtes uniquement un système aérobie, hein, on fonctionne tous à l'oxygène. Donc en fait, quand vous mesurez en fait une consommation maximale d'oxygène, une capacité aérobie, eh bien, vous mesurez en fait le statut fonctionnel du système respiratoire, cardiovasculaire et musculaire. Vous mesurez en fait toute cette chaîne, c'est l'ensemble que vous mesurez. Et en fait, tout simplement en mesurant cette consommation maximale d'oxygène, qui doit normalement être de plus de 5 fois, mais chez un sujet sain, ça doit augmenter d'un facteur 10 entre le repos et la consommation maximale d'oxygène, vous mesurez toute cette chaîne. Et donc, quand c'est bas, ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas capable d'utiliser votre oxygène. Et donc, il y a un problème. Et ça, on le sait depuis les années 2000, depuis ce travail de Myers, qui avait utilisé, en fait, qui avait travaillé sur plus de 5000 sujets. Il y avait des sujets en bonne santé, puis des sujets qui avaient déjà une maladie cardiovasculaire. Ils avaient fait soit un infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral, soit une embolie pulmonaire. Et ils avaient suivi ces sujets pendant 10 ans. Et il avait mesuré la mortalité pendant ces 10 ans. Et il avait voulu déterminer quel était le premier facteur prédictif de mortalité pendant ces 10 ans. Et en fait, les résultats avaient montré que le premier facteur prédictif de mortalité chez les sujets en bonne santé, c'était la consommation maximale d'oxygène. C'était la capacité aérobie. Puis après, on a les facteurs de risque classiques, l'hypertension, le tabagisme, le cholestérol, etc., etc. Et le premier facteur prédictif de mortalité chez les sujets qui avaient déjà une maladie cardiovasculaire, pareil, c'était la consommation maximale d'oxygène, la capacité aérobie, puis après, antécédents d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, d'embolie pulmonaire. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va bien avec ce que je viens de vous expliquer. En fait, vraiment, votre consommation d'oxygène maximale, c'est vraiment le premier facteur prédictif de mortalité. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on sait que dès que vous êtes capable d'augmenter votre consommation d'oxygène maximale d'1 mètre, c'est rien du tout, c'est 3,5 minutes d'oxygène par kilo par minute, c'est votre consommation de repos. Dès que vous êtes capable de l'augmenter d'un tout petit peu, eh bien, vous diminuez votre mortalité de 10%, de 12%. Donc, voilà, juste de l'augmenter un tout petit peu, vous diminuez votre mortalité, votre risque de mortalité de 12%. Et ça, que vous ayez 20 ans, 50 ans ou même 70 ans, parce que maintenant on a plein d'études là-dessus, et vraiment on n'a aucun doute là-dessus, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ou que vous soyez en bonne santé ou que vous ayez une maladie chronique. Alors, ça a été montré dans toutes les maladies chroniques, que vous ayez un diabète, une obésité, un cancer, une bronchopathie chronique, enfin, quelle que soit la maladie que vous ayez, dès que vous augmentez un tout petit peu cette capacité, et à chaque fois on trouve toujours les mêmes chiffres, 12%, 12 à 13%. Donc c'est extrêmement important d'augmenter chez un sujet malade ou en bonne santé, quand il a une faible capacité en endurance, d'augmenter sa capacité en endurance, cette capacité à utiliser l'oxygène pour diminuer ses risques de mortalité précoce. Et un tout petit peu permet de diminuer les risques. Et c'est pour ça qu'on dit maintenant que cette capacité en endurance, cette consommation maximale d'oxygène, c'est un signe vital qui devrait être mesuré aussi bien chez l'adulte comme chez l'enfant, aussi fréquemment qu'on mesure l'indice de masse corporelle, la pression artérielle. Ça devrait être mesuré chez le médecin et ça devrait figurer sur votre carnet de santé. Et donc ça pose tout le problème des résultats qu'on a chez l'enfant, puisque maintenant on mesure cette capacité, en tout cas dans tous les pays européens, mais aussi dans les pays nord-américains, depuis plus d'une trentaine d'années. Et les études montrent que depuis entre 1971 et 2011, cette capacité elle a diminué de 23% chez les enfants. C'est extrêmement inquiétant, compte tenu justement de cet aspect prédictif de cette capacité. Et surtout, vous voyez à quoi elle ressemble, vous voyez, qu'on tienne compte des enfants et des adolescents, voilà à quoi elle ressemble dans tous ces pays, c'est plus de 38 pays. Alors c'est valable chez les garçons comme chez les filles, on a exactement le même profil. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans tous les pays, elle stationne, en fait, elle a bien diminué, puis elle est stable depuis 2000, sauf en France, où elle continue à diminuer régulièrement. Et donc les enfants chez nous, ils ont perdu en capacité en endurance 5,4% entre 80 et 2000, et presque 8% entre 2000 et 2014. Donc une fois de plus, quand je vous dis que la santé de nos enfants, elle est assez inquiétante, eh bien, ces données-là vont vraiment dans ce sens-là. Deuxième capacité qui augmente avec l'activité physique, c'est la force musculaire.
Et la force musculaire, c'est pareil, on a beaucoup d'études qui montrent, alors la force musculaire, on la mesure, vous l'avez peut-être vu, avec la force de serrage de l'avant-bras. On demande aux gens de serrer la main contre un capteur de force, et en fait, ça nous donne la force de l'avant-bras. En plus, c'est très facile à faire sur des grandes populations. Et pourquoi on mesure ça? Parce qu'on sait que cette force de l'avant-bras, eh bien, elle prédit en fait le risque de développer des maladies chroniques. Et ainsi, entre ceux qui ont la force la plus élevée par rapport à ceux qui ont la force la plus faible, eh bien, on a un risque d'avoir 2 fois plus de cancer, un risque augmenté de 40% de BPCO, un risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2 augmenté de 70%. Donc vous voyez, c'est aussi un facteur de risque de maladie chronique. Donc en fait, non seulement il faudrait augmenter l'activité physique, diminuer le temps passé assis, mais augmenter aussi ses capacités physiques. Donc l'activité physique, donc ça augmente la condition physique avec les effets qu'on en a vus. Et alors, l'autre effet, est-ce que ça diminue la mortalité ? On a vu que la condition physique, ça diminue la mortalité, mais est-ce que l'activité physique, on a des chiffres pour dire que ça diminue la mortalité? Voilà, c'est pareil, on n'a pas vraiment de doute, des études qui sont très très anciennes. Eh bien voilà, les effets de l'activité physique sur la mortalité. Donc en bas, on a le niveau d'activité physique, et là, on a les effets sur la mortalité. Donc pareil, c'est des populations qui ont été suivies pendant longues années. On a suivi donc le survenu de décès, et tous les autres facteurs de risque sont mis au même niveau. Et donc vous voyez qu'entre ceux qui font rien et puis ceux qui font de l'activité physique, le risque de mortalité diminue. Et en bleu, c'est ceux qui sont dans les recommandations. Donc entre ceux qui font les recommandations d'activité physique et ceux qui font rien, la mortalité est diminuée de 31%. Et puis plus on en fait, plus la mortalité diminue. Ce qui est surtout important, c'est que vous voyez que déjà, quand on en fait 15 minutes par jour, la mortalité est diminuée de 20%. Donc un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien. Et en fait, ceux qui vont en bénéficier le plus de cette activité physique, c'est quand on part de rien et qu'on commence à en faire. Vous voyez, c'est là où la pente est la plus importante. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un petit peu d'activité physique, c'est déjà mieux que rien. Et qu'avec les recommandations, on a déjà une baisse de la mortalité de 30%. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces effets d'activité physique, ça marche quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour diminuer l'activité physique, pour se mettre à faire de l'activité physique. C'est aussi bien efficace qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade. Et puis maintenant, comme je vous disais, ces données, on les avait obtenues avec des questionnaires d'activité physique, avec toutes les limites des questionnaires. On oublie des choses, puis surtout on a tendance à dire qu'on en fait plus que l'on en fait en réalité. Et puis maintenant, on a des capteurs de mouvement, des petits capteurs qu'on met sur la hanche. Donc là, c'est vraiment le moucheur parfait. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Lui, il dira vraiment la réalité. Et avec les capteurs de mouvement, vous allez voir, on a exactement la même courbe. Une relation entre la mortalité et l'activité physique. Donc toujours pareil, en bas, vous avez le niveau d'activité physique. Ici, vous avez la mortalité. Et vous voyez qu'entre ceux qui font rien, 0. Et puis ceux qui font de l'activité physique, la mortalité, elle diminue. Mais surtout, ce qui est très intéressant avec ces capteurs de mouvement, eh bien, vous voyez que, je vous disais tout à l'heure qu'avec 30 minutes d'activité physique par jour, vous avez une diminution de la mortalité de 30%. Eh bien, avec les capteurs de mouvement, donc cette fois-ci avec une mesure pure de l'activité physique, eh bien, c'est dès 20 minutes d'activité physique, et ce n'est pas 30%, c'est 60% de mortalité. Donc les gens qui font 20 minutes d'activité physique tous les jours, par rapport à ceux qui font rien, ont une diminution de la mortalité de 60%. Donc oui, il faut se bouger, et quand on bouge régulièrement, et ceci indépendamment de tous les facteurs de risque, simplement de bouger régulièrement, vous avez une diminution de la mortalité de 20%. Puis bien sûr, déjà dès 10 minutes, vous avez une diminution de la mortalité d'à peu près 40%. Et à condition d'en faire tous les jours. Bon, la faible intensité, je passe. Alors, comment est-ce que l'activité physique peut diminuer la mortalité ? Bien, vous savez qu'il y a 2 grandes causes de mortalité dans les pays développés, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors, en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, eh bien, on sait qu'en fait, l'OMS nous dit qu'en fait, on pourrait prévenir 80% des maladies cardiovasculaires, que sont, en fait, les maladies cardiovasculaires, c'est l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Si, en fait, on faisait de l'activité physique, on avait une alimentation équilibrée et si on traitait l'hypertension. Et l'activité physique seule, donc indépendamment de la nutrition, c'est 25 à 30% des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux qu'on pourrait éviter. Donc, en fait, pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, on a 9 facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'inactivité physique, l'obésité abdominale, le tabagisme,
l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, les facteurs héréditaires, on n'y peut rien, le stress ou le niveau socio-économique bas et l'âge. Eh bien, l'activité physique, en fait, agit sur tous ces facteurs, sauf bien sûr l'âge, hein, et puis sauf les facteurs héréditaires. Mais en fait, l'activité physique agit sur tous les facteurs de risque modifiables, tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Plus un facteur de risque. Alors, voilà, l'ensemble de ces facteurs de risque explique la survenue des maladies cardiovasculaires, mais l'activité physique seule, ça prévient quand même 25 à 35% de ces maladies cardiovasculaires. Et puis on a rajouté un facteur de risque qui est le sexe. Parce que jusqu'à présent, on pensait que c'était les hommes qui faisaient des maladies cardiovasculaires. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. C'est les femmes. Première cause de mortalité par maladie cardiovasculaire, c'est les femmes. Chez les hommes, c'est la deuxième cause de mortalité. Les femmes meurent plus de maladies cardiovasculaires que les hommes. En France, une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire. Et les maladies cardiovasculaires tuent 8 fois plus que le cancer du sein. Alors, qu'est-ce que fait l'activité physique? Comme je vous le disais, on a suffisamment d'études, mais les études qui avaient utilisé des questionnaires, donc autrefois, montraient que l'activité physique, donc comme je vous le disais, diminue de 20 à 30% le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire avec un effet dose-réponse. Donc plus on en fait, plus c'est efficace. Bon, juste, ce qui est intéressant, c'est pareil, maintenant, on a des capteurs de mouvement pour mesurer effectivement cette relation. Et en fait, on a des relations, je ne vais pas vous donner les détails, mais en fait, on arrive presque à des diminutions de 55% en fonction de l'activité physique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la courbe dose-réponse. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'effet minimal. C'est dès qu'on en fait un petit peu, c'est efficace. Et puis, il n'y a pas non plus d'effet maximal. Il n'y a pas d'effet de dose maximale. Vous savez, on dit beaucoup, oh là là, l'activité physique, il ne faut pas en faire trop parce que sinon, on peut mourir de maladies cardiovasculaires. Non, ceux qui font des accidents cardiovasculaires, c'est qu'il y avait déjà une maladie athéromateuse. Et donc, en fait, l'activité physique ou sportive n'a fait que mettre en évidence la maladie athéromateuse qui existait. Mais vous voyez, plus on en fait, plus ça diminue le risque de maladie cardiovasculaire. Donc l'activité physique, c'est vraiment un facteur de prévention des maladies cardiovasculaires et c'est aussi un facteur de traitement de ces maladies cardiovasculaires. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Alors, et c'est valable quelles que soient vous faites n'importe quelle activité physique, et la preuve, la marche. La marche est une activité physique, et si vous faites que de la marche au sol, ça diminue le risque de faire des maladies cardiovasculaires d'à peu près 35%. La sédentarité, en elle-même, toute seule, c'est aussi un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Ici, voilà, plus vous en faites, c'est le risque de mourir par une maladie cardiovasculaire en fonction du temps passé assis, et c'est ajusté par le niveau d'activité physique. Donc c'est indépendamment du niveau d'activité physique. Alors, comment est-ce que l'activité physique peut elle-même prévenir les maladies cardiovasculaires? Je vous disais, alors la maladie cardiovasculaire, c'est ça. Ici, vous avez une artère, et ici, vous avez une plaque athéromateuse, cette grosse plaque qui bouche la moitié du diamètre de l'artère. Voilà. Eh bien, en fait, l'activité physique, elle agit de deux façons. Première façon, c'est parce que c'est un facteur de protection de la paroi artérielle, de l'endothélium, comme la consommation de fruits et légumes, donc facteur de protection. Et deuxièmement, elle agit sur tous les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire elle baisse la pression artérielle, elle diminue le risque de diabète, elle diminue le risque d'avoir une hypercholestérolémie, elle diminue le stress, en tout cas la façon dont on réagit au stress. Alors, on ne va pas voir tous les effets sur les risques, juste les relations entre activité physique et obésité. Donc, première chose, l'activité physique, c'est un facteur de prévention de la prise de poids à tous les âges de la vie. Par contre, ça ne fait pas perdre de poids. Ça, il faut bien comprendre que l'activité physique n'a jamais fait perdre de poids. Seul le régime hypocalorique fait perdre du poids. Bon, c'est ce que montre cette étude. Par contre, elle fait baisser la masse grasse viscérale. C'est quoi la masse grasse viscérale? C'est cette graisse. Vous savez que normalement, la graisse, elle est située dans le tissu sous-cutané, ce que vous avez sous la peau, là. Mais par contre, quand le tissu sous-cutané il est complètement saturé, vous allez stocker votre graisse dans des endroits où normalement vous n'en avez pas, c'est-à-dire en intra-abdominal, ici, donc à l'intérieur de l'abdomen, aussi autour du cœur, en intramusculaire, et puis dans le foie, c'est la fameuse stéatose hépatique. Et en fait, cette graisse ectopique, elle a des caractéristiques particulières. Elle est très, très inflammatoire. Elle produit ses propres hormones qu'on appelle des adipokines et qui vont créer donc à la fois une micro-inflammation systémique
et puis aussi qui vont empêcher le fonctionnement normal des tissus autour desquels elle est située. Et donc cette graisse viscérale, hépatique et puis autour du cœur, eh bien, elle va induire un risque augmenté de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment une graisse qui est très dangereuse. Et on sait qu'en fait, l'activité physique diminue cette masse grasse viscérale. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Autre facteur de risque, le diabète de type 2. Eh bien, on sait que chez des sujets prédiabétiques, donc juste avant le diabète, l'activité physique seule, indépendamment du régime, permet de diminuer de 50% la survenue d'un diabète de type 2. La sédentarité aussi est un facteur de risque de diabète, puisqu'elle augmente d'un facteur 2 le risque de développer un diabète de type 2. Et puis chez les sujets qui ont un diabète, eh bien, l'activité physique diminue la mortalité de 30 à 40%. En gros, les diabétiques de type 2 ont 7 années de vie en moins à cause du diabète. Donc elle diminue la mortalité, elle diminue le risque de complications cardiovasculaires de 40%, puis les autres complications, vous savez que les complications, elles sont rénales et oculaires, eh bien les autres complications de 30 à 40%. Donc vous voyez que l'activité physique, en fait, elle agit sur tous les facteurs de risque modifiables de développer une maladie cardiovasculaire. On a vu l'obésité, on a vu le diabète, mais c'est aussi valable pour l'hypertension, le stress, le cholestérol. Deuxième cause de mortalité, le cancer. Donc là, on sait que l'activité physique, en fait, permet de diminuer le risque de développer 6 cancers. Alors, il y a les 3 classiques qui sont bien, qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années. Alors, elle diminue le risque de développer un cancer du sein, du côlon et de l'endomètre, donc de l'utérus, de 25%. Mais maintenant, on sait que ça agit aussi sur le cancer de la vessie, le cancer de l'ésophage et le cancer de l'estomac. Pareil, un risque diminué d'à peu près 25%. Et ça, c'est un effet qui est indépendant de la nutrition. On sait que la nutrition est aussi un facteur de prévention. Donc si vous ajoutez activité physique et nutrition, vous avez un rôle protecteur plus important que l'activité physique seule ou que la nutrition seule. On sait que la sédentarité aussi est un facteur de risque de développer le cancer du côlon, le cancer de l'endomètre et le cancer du poumon. Donc si vous ajoutez les deux, eh bien, vous avez plus de risques de développer ces cancers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que tous les types d'activités physiques sont efficaces pour diminuer le risque de développer ces cancers. Que ce soit de la marche, que ce soit du vélo, que ce soit professionnel ou de loisirs. On sait aussi que l'activité physique joue un rôle, une fois que vous avez eu un cancer, l'activité physique fait aussi jouer un rôle important. Et là, c'est vraiment des chiffres qui sont extrêmement importants. On sait que pour 3 cancers, que sont le cancer du sein, du cancer du côlon et le cancer de la prostate, l'activité physique va diminuer le risque de récidive de ces cancers d'à peu près 40% et le risque de mortalité par ces cancers de 40%. Donc ça, c'est l'activité physique qui est démarrée après le cancer. Donc ça, c'est des chiffres qui sont extrêmement importants et qui font que maintenant, l'activité physique fait partie à part entière du traitement pendant et après les cancers. Et non seulement l'activité physique diminue, donc augmente la survie, diminue la récidive, mais elle diminue aussi les effets secondaires des traitements, elle diminue la fatigue, elle limite le déconditionnement physique et elle augmente la qualité de vie. Donc vraiment, ça a un rôle très important après cancer. Alors, d'autres effets de l'activité physique, l'anxiété, actuellement c'est une période très anxiogène, puis aussi la France, on est quand même le pays où on consomme le plus d'anxiolytiques. Bien donc des études ont montré, quand on a comparé l'effet de l'activité physique aux effets des anxiolytiques, type Lexomil, l'activité physique a exactement les mêmes effets que les anxiolytiques, chez les sujets qui sont stressés et anxieux, sans les effets secondaires de ces médicaments. Même chose pour les sujets déprimés. Chez les sujets qui ont une dépression légère à modérée, l'activité physique a les mêmes effets que le traitement antidépresseur. Ou quand on ajoute l'activité physique à un traitement antidépresseur, l'activité physique plus le traitement antidépresseur est plus efficace que le traitement antidépresseur seul. Chez les sujets âgés, effectivement, l'activité physique est aussi indiquée parce que d'abord, elle diminue de 30% le risque de chute et elle retarde la dépendance d'à peu près une dizaine d'années. En plus, elle diminue le risque de démence d'à peu près 30%. Et pour les maladies de Parkinson, on est à peu près de 20%. Elle est aussi indiquée dans toutes les pathologies ostéo-articulaires. C'est le premier traitement de l'arthrose.
mais aussi dans toutes les maladies inflammatoires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, et puis bien sûr la lombalgie chronique. Pas en phase aiguë bien entendu, mais dans le cas de la lombalgie chronique en période chronique. Donc ici vous avez bien sûr l'effet de l'activité physique chez les adultes, donc c'est un facteur de prévention de toutes les maladies chroniques, ça permet de maintenir la santé, ça l'améliore, et c'est un facteur de traitement aussi de toutes les maladies chroniques. Donc c'est un traitement non médicamenteux des maladies chroniques. Chez les enfants, on a les mêmes effets, plus un effet important sur la cognition, puisque l'activité physique va en fait chez les enfants augmenter les performances cognitives, en particulier sur le langage, sur la géographie, sur les mathématiques, sur la lecture. Donc il est clairement démontré, il n'y a plus aucun doute là-dessus, que l'activité physique c'est vraiment un facteur de prévention des maladies chroniques, à la fois en prévention primaire et en prévention secondaire et tertiaire. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est vraiment une thérapeutique non médicamenteuse. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Donc ça augmente la durée de vie, puisque ça réduit la mortalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'agir sur la durée de vie, l'espérance de vie en bonne santé. Et pour ça, effectivement, nous, en France, on est très très bien classés en Europe par rapport à l'espérance de vie, puisque l'espérance de vie à la naissance en 2017, chez les hommes, elle était de 79 ans, et chez les femmes, elle était de 85 ans. Mais par contre, on est très mal placé au niveau européen pour l'espérance de vie en bonne santé, puisqu'on a le 10e rang. En effet, si les femmes vivent jusqu'à 85 ans, elles font une maladie chronique à 64 ans. Et si les hommes vivent jusqu'à 79 ans, ils font une maladie chronique à 63 ans. Donc en gros, si vous voulez, en France, on va vivre à peu près 15 ans avec une maladie chronique. Sachant qu'à 70 ans, généralement, on a 2-3 maladies chroniques. Donc la question, c'est est-ce que l'activité physique va vous permettre de vivre plus longtemps en bonne santé? Donc retarder l'âge à partir duquel vous allez faire une maladie chronique. Alors, on a beaucoup d'études, je vous cite juste la dernière. Et l'intérêt, c'est que c'est une étude européenne, enfin, c'est une étude sur des cohortes européennes. Et dans ces cohortes, il y a une cohorte française qui est la cohorte DF. Donc c'est plus de 110 000 personnes qui n'ont pas de pathologie chronique, qui ont été suivies en moyenne pendant 12 ans et demi. Et donc ils ont considéré 4 modes de vie. Donc mode de vie sain, c'est-à-dire garder un indice de masse corporelle inférieur à 25, donc ne pas développer un surpoids ou une obésité, activité physique, alcoolisme et tabagisme. Donc pour chacun, on avait 3 grades, optimal, on avait 2 points, intermédiaire 1 point, ou nul 0 point. Donc pour l'activité physique, c'était nul, je fais rien, optimal, je fais au moins 150 minutes par semaine, et puis intermédiaire, je fais entre 5 minutes et moins de 150 minutes par semaine. Et puis on faisait la même chose, donc on pouvait avoir donc un certain nombre, un score. Et en fonction de ça, ils ont mesuré donc l'âge auquel survenait une maladie chronique. Donc ils ont mesuré donc le nombre d'années de vie entre 40 et 75 ans sans maladie chronique. Et donc c'est ce qu'on a là. Donc ce que vous voyez, c'est que donc, la différence entre les sujets qui ont aucun point, 0 point, et les sujets qui ont tout bon, 8 points, donc en haut chez les hommes et en bas chez les femmes. Eh bien, la différence de survenue dans le nombre d'années sans maladie chronique, chez les hommes, c'est 9,9 ans, quand on a tout bon. Donc on garde un IMC normal, une consommation d'alcool raisonnable, une activité physique selon les recommandations et pas de tabac. Et puis chez les femmes, c'est 9,4 ans. Et si on fait de l'activité physique, on gagne 2 ans en bonne santé. Voilà. Donc effectivement, avec l'activité physique, vous gagnez des années de vie en bonne santé. Et toutes les études retrouvaient à peu près 2 ans. Alors en pratique, comment on fait pour lutter contre l'activité physique et la sédentarité? Je vous rappelle les recommandations. Pour la sédentarité, il faut diminuer le temps total passé assis. Et puis aussi, limiter les temps prolongés assis. Alors diminuer le temps total passé assis, ça c'est facile les jours où vous ne travaillez pas. Les jours où vous travaillez, quand vous avez un travail derrière un bureau, c'est pas toujours facile. Donc ce qu'il faut faire, c'est toutes les heures penser à se lever pendant 1 minute. Et pendant cette minute, vous gesticulez, vous bougez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une activité modérée ou intense, mais vous bougez. La deuxième chose, c'est augmenter l'activité physique de la vie quotidienne.
Puis troisièmement, garder des activités physiques ou sportives structurées. C'est là que vous mettez les 30 minutes, soit les 30 minutes d'activité modérée pour arriver au moins à 150 minutes par semaine, soit 20 minutes, 20 à 25 minutes d'activité plus intense pour arriver au moins à 75 minutes par semaine. Et puis 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Pour les personnes âgées, c'est exactement la même chose. Et s'il y a des difficultés ou des limitations, l'objectif c'est d'en faire au moins ce qu'elles peuvent faire en fonction de leurs limitations, et puis rajouter des exercices d'équilibre. Pour les enfants, je vous rappelle que c'est 1 heure par jour, au moins, d'activité d'intensité modérée à soutenue. Pour la sédentarité, je passe. Alors, l'activité de la vie quotidienne, eh bien, voilà, c'est penser à utiliser au moins les transports, les déplacements actifs. Pensez à prendre les escaliers. Pour le sport ou l'activité de loisir, alors il y a toujours la question, mais quel est le sport qui est le meilleur pour ma santé? Il n'y a pas de... On fait ce qu'on aime, l'important c'est de trouver une activité sportive qui vous plaise. Il n'y a pas de meilleur sport. Le meilleur sport, c'est celui qui vous fait plaisir et qui vous donnera envie de continuer. L'important, c'est d'être motivé. Après, vous cherchez la motivation qui vous plaise. Mais l'important, c'est de maintenir sur le long terme. Et pour ça, il faut trouver la motivation. Ça peut être tout seul en groupe, sortir son chien, sortir son compagnon, ce que vous voulez. Mais l'important, c'est de trouver la bonne motivation. Pas faire n'importe quoi, parce que parfois, on peut être très, très motivé. Donc voilà, tout à coup, on s'y met, on se décide de faire, non pas une séance, mais une séance de 3 heures. On va en salle de gym, on fait 3 séances d'un coup. Et puis le lendemain, courbature pendant 3 jours. Et on va voir le docteur. Ah non, docteur, plus jamais. Je n'ai pas pu m'asseoir pendant 3 jours. Donc quand on n'en a pas fait pendant longtemps, on respecte les 3 R, raisonné, régulier et progressif. Alors un petit mot sur les 10 000 pas aussi. Est-ce que 10 000 pas, c'est vrai? Est-ce que faire 30 minutes, ça correspond à 10 000 pas? Alors non, c'est complètement faux. L'histoire des 10 000 pas, c'est parce qu'en fait, ça vient des premiers podomètres qui a été vendu, qui était un podomètre japonais qui s'appelait Manpokei. Et Manpokei en japonais, ça veut dire 10 000. Et en fait, ils ont fait tout leur marketing à partir de ça. Et tout le monde a embrayé en disant, oui, il faut faire 10 000 pas pour que ça corresponde à la santé. En fait, 30 minutes, ça correspond entre 4 000 à 6 000 pas. Ça dépend de votre taille. Et la preuve, cette étude qui avait donc mesuré la mortalité en fonction du nombre de pas par jour et qui a montré qu'en fait, vous voyez, la mortalité, elle diminue entre les gens qui marchent 2700 pas par jour et ceux qui marchent 4400 pas. 4400 pas, la mortalité est diminuée de 41%. Puis ensuite, elle va continuer à diminuer jusqu'à peu près 7500 pas, puis après, il n'y a plus d'effet. Donc vous voyez, en gros, c'est ça, c'est 4400 pas. C'est largement suffisant. Alors, pour aider effectivement à pratiquer l'activité physique chez les malades, il y a la fameuse loi de modernisation de la santé, la loi du sport sur ordonnance, qui est sortie donc en fin 2016, qui permet de prescrire l'activité physique chez les personnes qui sont en ALD. Alors, ça permet donc de déterminer le public sur les patients qui sont en ALD, qui ne peuvent pas faire de l'activité physique dans les conditions ordinaires, et c'est le médecin, initialement c'était le médecin traitant qui prescrivait l'activité physique. Surtout, c'est que, alors maintenant il y a un amendement qui vient de sortir. Premièrement, il n'y a pas que le médecin traitant, c'est n'importe quel médecin qui peut prescrire l'activité physique, ça peut être un médecin spécialiste. Et deuxièmement, il n'y a pas que les patients en ALD, il y a aussi tous les patients qui ont une maladie chronique. Donc on rentre maintenant les patients, les obèses, les patients ayant une obésité, les patients hypertendus. Donc voilà, on élargit. Ça c'est un élément important. La deuxième chose, c'est que donc cette loi, elle détermine aussi le socle de compétences pour dispenser l'activité physique adaptée. Donc, qui est compétent pour dispenser l'activité physique adaptée? Donc, c'est à la fois en fonction de la limitation. Bon, bref, c'est soit les kinés, soit les professionnels d'activité physique adaptée, soit des gens qui ont une formation à pas et qui dépendent du code du sport. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, ça, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, ce sera pour les questions si nécessaire. Ce qui est important pour prescrire l'activité physique, c'est que c'est la collaboration entre les médecins, les pharmaciens, les paramédicaux, les professionnels de l'activité physique, les professionnels du sport, les réseaux, les mutuelles, et le soutien, tous les soutiens institutionnels et les collectivités locales. C'est vraiment l'affaire de tous, et ce n'est pas tout seul que le médecin pourra être efficace pour faire bouger ses patients. Donc en gros, si vous voulez, la prescription d'activité physique, en tout cas pour les malades, c'est dans le cadre du parcours de soins et même du parcours de vie.
ça implique une collaboration de tous les acteurs. Bon, il y a le problème des financements, en tout cas l'aide à cette prescription d'activité physique, surtout le problème de la formation de tous les acteurs, le problème de la lisibilité de la collaboration des acteurs et la nécessité d'une collaboration décentralisée des acteurs, d'où l'intérêt du travail qui est fait ici et qui est porté par Michel Tardieu. Bon, Michel pourra vous en reparler. Et donc pour conclure, hein, vraiment l'activité physique, c'est vraiment efficace à tous les âges de la vie. Le mieux, c'est de commencer très tôt. Mais il y a même des protocoles chez les personnes très âgées. Et le plus important, c'est vraiment de commencer très tôt. Et maintenant, on en est même à dire que le mieux, c'est in utero, voire même pendant que la femme est enceinte. C'est les fameux 1000 premiers jours de la vie. Et maintenant, on en est à dire que l'activité physique, elle devrait se faire même lors de la conception et même avant la conception, puisqu'on sait qu'en particulier, quand il y a une femme qui a un diabète gestationnel, eh bien, il y a des modifications épigénétiques donc qui vont induire des modifications. On sait qu'une femme qui a un diabète gestationnel, le fœtus a, dans les 20 ans qui suivent, un risque d'obésité, de maladie cardiovasculaire, et donc des modifications de son génome que lui-même transmettra à sa descendance. Voilà, et bien sûr, je vous ai parlé d'activité physique, mais le duo gagnant, c'est alimentation et activité physique. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, professeur Duclos. Je crois que des questions, bien sûr, vont vous être posées par le public qui est nombreux ce soir. C'est un domaine très complexe que vous nous avez présenté et qui pourtant serait relativement facile à traiter. Mais la société, telle qu'on l'a organisée, telle qu'on continue de la faire évoluer, peut-être bien qu'on se trompe effectivement d'orientation et qu'il nous faut reprendre tout ça depuis les enfants, vous l'avez dit, à leur conception, mais on est un peu inquiet quand on voit le peu d'activité physique qu'il y a dans les écoles primaires, élémentaires et aussi maternelles. Et ça serait certainement une bonne solution de prolonger cet effort. Et puis, vous avez dit aussi les personnes plus âgées qui sont sorties de la vie active et qui doivent effectivement pouvoir mener une retraite la plus facile et la plus en bonne santé possible. Bien, alors, place aux questions. Je crois que le recensement de ces questions est en train de se faire. Enfin, moi j'ai vu sur une petite, c'est pour faire une petite note d'humour, mais c'est peut-être de mauvais goût, j'ai vu que le ménage était une bonne activité. Et si la mortalité des femmes augmente par rapport à celle des hommes, c'est peut-être parce que les hommes font de plus en plus le ménage. La mortalité des femmes augmente par rapport à celle des hommes, en particulier au niveau cardiovasculaire. C'est parce qu'en fait, elles se conduisent comme les hommes maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'elles fument, elles boivent. Elles fument autant que les hommes et elles boivent maintenant. En fait, l'alcoolisme a diminué chez les hommes et on voit la consommation d'alcool augmente chez les femmes. Et en plus, elles travaillent, donc elles ont le stress du travail. Donc, en fait, et en plus, elles n'ont pas du tout les mêmes artères que les hommes. Elles ont des artères qui sont plus petites. Et en plus, quand elles arrivent aux urgences cardiovasculaires, quand elles se plaignent de douleurs thoraciques, on sait que les urgentistes pensent d'abord que c'est psychologique. Donc on sait qu'il y a un retard à la prise en charge des urgences cardiologiques chez la femme par rapport aux hommes. Donc il y a un ensemble de choses qui font que... Voilà. Allez, les questions. Bonjour. À votre connaissance, y a-t-il une période de la vie où on réduit, où on cesse de faire de l'activité physique ? Alors en fait, l'activité physique, où elle diminue tout au long de la vie, et vraiment, en fait, la période où on diminue le plus, c'est... il y a 2 périodes où ça diminue, c'est effectivement l'adolescence, et après vers 70 ans. À 70 ans, là, il n'y a presque plus rien. Alors, il y a toujours des exceptions, mais alors 70 ans, il y a presque plus rien. Mais vraiment, quand on voit l'évolution progressive, elle diminue progressivement. Mais avec vraiment 2 périodes de rupture, je dirais même presque l'entrée à l'école, et puis après, vraiment 70 ans à peu près.
Et on voit par contre une petite remontée au moment de la retraite. Parce que jusqu'à présent, les gens sont jeunes quand ils prennent la retraite. Ah, ils ont plus de temps, donc là, on voit qu'ils se mettent à bouger plus. Qu'est-ce qui fait que les gens à 70 ans arrêteraient alors que vous dites que les jeunes retraités se mettent à faire du sport? Et pourquoi à 70 ans? Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que c'est simplement une constatation? C'est le vieillissement physiologique, quoi. 70, 75 ans. Là, ils commencent à... Bon, c'est vraiment... Alors, on voit surtout que c'est vraiment, par exemple, tout ce qui est activité d'intensité modérée. Là, voilà, ils font de l'activité légère. Mais je pense que là, c'est vraiment du vieillissement physiologique. On remarque quand même pas mal de marcheurs. Oui. Les groupes de marcheurs qui sont absolument. des gens plutôt de cette classe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est une constatation. Oui, mais ça, c'est des gens qui ont toujours marché. Voilà, je pense que c'est des quelques exceptions. Mais effectivement, il y a des gens à 70, 75 ans qui marchent très très bien. Alors, les questions... Y a-t-il eu des études selon les types de territoires? C'est-à-dire selon qu'on est sur des zones urbaines, périurbaines, rurales? Est-ce qu'on constate des différences selon les populations et ces territoires, vivant sur ces territoires? Il n'y a que toi qui peux répondre à ça, Corinne. Moi, je ne sais pas. Franchement, c'est une très bonne question. Sincèrement, je ne sais pas y répondre. D'accord. Mais selon les territoires, comment évolue l'activité physique selon les territoires non, à ma connaissance, il y en a... Enfin, moi, je ne vois pas d'études là-dessus. Peut-être l'effet des modes de déplacement sur des zones urbaines qui sont plus automatisées. Enfin, je ne sais pas. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Mais... Donc, je disais, est-ce qu'il y a eu des études sur le lien entre l'inactivité physique des populations et la façon dont le Covid éventuellement a pu les impacter? Oui. Il y a un papier qui est sorti dans un gros journal qui a montré que parmi les facteurs de risque de développer le Covid et deuxièmement un Covid grave, les 3 facteurs de risque les plus importants, c'était 1, d'être greffé, 2, l'âge, et 3, d'être physiquement inactif. Et après, l'indice de masse corporelle, donc le fait d'être obèse, arrivait après. Donc vraiment, 1, l'inactivité physique était un facteur de risque majeur d'avoir le Covid, surtout d'avoir une forme grave. Et il y a une autre étude aussi, d'autres études qui ont montré que la capacité justement en endurance, la capacité cardio-respiratoire, était aussi un facteur de risque d'avoir le Covid ou d'avoir une forme grave. Merci. Pour se protéger du Covid, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas dû tous faire du sport? Si, à l'ONAPS, sur le site de l'ONAPS, on l'a répété, on a relayé ces études. Parce que c'est la seule prévention qu'on avait, en dehors des gestes barrières, mais c'est le seul élément préventif qu'on avait, parce qu'on sait en particulier, et le mécanisme d'action, c'est que l'activité physique renforce l'immunité, en particulier l'immunité innée. Donc oui, tout à fait. Je l'ai dit plusieurs fois. Ce qui est dommage, c'est que les pouvoirs publics n'aient pas assez renforcé ce message, parce que c'était quand même une méthode de prévention. Garder la forme, ça stimule l'immunité, et ça n'a pas été assez dit. Et là, vraiment, il y a vraiment, en plus, il y a eu des publications de niveau très très bon niveau scientifique. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et c'est quand même dommage que ça n'ait pas été assez répété, ou souligné en tout cas. Dites-moi, est-ce qu'il y a un lien entre la pratique de l'activité physique, la sédentarité, et les milieux socio-économiques, et en particulier par rapport à l'impact sur les enfants et les jeunes enfants? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, alors, en particulier chez les enfants, c'est très clair, mais même chez les adultes, c'est vraiment les niveaux socio-économiques les plus élevés qui ont le niveau d'activité physique le plus élevé. Et chez les enfants, c'est encore plus clair.
En particulier, on sait que chez les enfants, chez les enfants, c'est pas le cas chez les adolescents, mais chez les enfants, qu'est-ce qui fait que les enfants vont pratiquer l'activité physique? C'est le fait qu'ils sont inscrits dans un club. Donc, il faut déjà le payer la licence, donc niveau socio-économique. Et deuxièmement, le fait que les parents bougent le week-end, donc niveau socio-économique aussi. Voilà, et c'est pareil, même chose pour la nutrition. Hein. Donc, et il y a un ratio socio-économique évident. Mais ceux qui bougent le plus, c'est les professions, les niveaux socio-économiques, les cadres, etc. Ça, il y a un gradient, même chose que pour la nutrition. Et que pour l'obésité, tout ça, ça va. C'est le cercle vicieux. Je vais regarder les questions que l'on m'a posées. Comment faire pour faire plus bouger nos enfants? Discours à tenir, pratique en famille. Alors pour faire bouger les enfants, c'est ça, je crois que c'est d'abord la pratique en famille, ça c'est clair. Si les parents bougent, les enfants vont bouger. Ça c'est clair. Enfin, il y a des papiers qui ont vraiment montré, j'ai un papier en tête qui est très très bien, qui montrait en fait comment évoluait le temps passé assis dans la semaine et le week-end, chez les enfants et chez les parents. Et on voyait qu'il y avait donc le temps donc du lundi au vendredi, bon, c'était assez stable, ça augmentait le week-end. Quand ça augmentait le week-end chez les enfants, parents-enfants. C'était vraiment très net. Et vraiment, chez les enfants, de toute façon, on sait que les enfants, ce que je disais, dont les parents bougent le week-end, les enfants vont bouger le week-end. S'ils restent à la maison le week-end, les enfants vont rester à la maison le week-end, c'est très clair. Hein. Donc, ça, c'est les parents qui vont donner l'exemple. Chez les plus petits, bon, chez les ados, c'est différent. Ça, c'est la fratrie ou les amis. Voilà. Donc, effectivement, c'est l'exemple des parents. Ça, voilà, pour les enfants. Après, c'est leur expliquer les effets sur la santé, mais les enfants, la santé, c'est quelque chose qui leur est totalement... ça leur semble tellement loin, tellement... voilà. On peut commencer à leur expliquer, c'est l'éducation, mais c'est plus leur montrer l'exemple et surtout pas les contraindre à des choses pas les pousser à des choses qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus les dégoûter, parce qu'il y en a aussi, il y a des enfants qui ont été dégoûtés, mais passer par le plaisir et puis des choses qui passent par le jeu aussi. Voilà. Le rôle du jeu, de la diversité, mais voilà. Quelle durée d'activité physique peut être préconisée pour les enfants de 3 ans et moins? Les enfants de 3 ans, c'est pareil, hein, c'est autour... Alors, je parle sous le contrôle d'Alicia, qui m'en garde. Je crois que c'est aussi 1 heure, mais c'est sous la forme de petits jeux, de jeux moteurs, mais je crois que c'est au moins 3 heures. 3 heures. Ah, 3 heures, Alicia. Maternelle, c'est 40 minutes par jour, chaque jour de classe. Ouais, mais... Ouais, mais pour les enfants, donc de 3 ans et moins, c'est 3 heures. Tu veux venir ajouter quelque chose, Alicia? Non, Alicia ne veut rien ajouter. Bon, c'est 3 heures par jour. Hein. 3 heures par jour. Ouais. Pour le développement psychomoteur, etc. Donc, ouais. Par contre, il y a des recommandations aussi de temps d'écran qui sont là, pratiquement pas de temps d'écran. Rien, 0. Que préconisez-vous pour l'évaluation de la capacité aérobie? Très bonne question. Alors, c'est bien sûr, quand vous êtes à l'hôpital, on prévoit un test d'effort avec mesure de la consommation d'oxygène. Mais autrement, tout simplement, c'est le test de terrain. Pour les adultes, c'est le test de marche de 6 minutes. Voilà. Donc, c'est un couloir. Hein, il faut un couloir, 30 mètres. Et puis, on demande à la personne de faire des allers-retours sur 30 mètres pendant 6 minutes. Hein, et on mesure la distance qui est parcourue en 6 minutes. C'est vraiment tout simple. C'est très bien, vous regardez, faites Internet, c'est très simple. Pour les enfants, on peut faire des tests navettes. Hein, il y a des tests qui sont... tests navettes, pareil, c'est très, très... c'est des choses qui sont bien codifiées, on connaît les normes, donc voilà, c'est très simple à faire. Voilà, donc test de terrain, en pratique, test de terrain, il ne faut pas de matériel, hein, il faut juste un endroit où on peut le faire sur 30 mètres, voire sur 20 mètres. Donc on peut faire ça donc sur un terrain très simplement.
Voilà, puis sinon, à l'hôpital, nous on fait des choses un peu plus complexes. On peut mesurer vraiment la consommation d'oxygène, suivre, enregistrer le cœur, etc. Mais bon, ça c'est parce qu'on est à l'hôpital et on peut mesurer d'autres choses. Mais en pratique, test de marche de 6 minutes et puis éventuellement un test navette chez les enfants. Alors, pour ce type de diagnostic, comment faire pour toucher l'ensemble de la population ? Le type de diagnostic, Michel, c'est le diagnostic territorial, tu veux dire ? C'est pas moi qui l'ai posé, mais je veux bien répondre. Eh bien, Michel, je vais laisser la parole à Michel Tardieu. Alors, je ne sais pas si on a la recette complète pour toucher tous les publics sur un territoire, comme celui où nous expérimentons le diagnostic territorial. En tous les cas, la méthode qu'on a utilisée, déjà, elle associe plusieurs composantes de l'université, puisqu'on a au niveau de l'université la partie sport, enfin activité physique, la partie STAPS, on a la partie santé publique, on a la chaire territoire et santé, on a la médecine. Donc voilà, et on a la santé publique, oui je l'ai dit, et l'INSPE également, donc les formations des professeurs des écoles. Ensuite, on a bien sûr travaillé grâce à la communauté de communes avec tous les acteurs du territoire. Et là, c'était vraiment très très important pour nous. Et je dois dire que les personnes présentes ce soir, Stéphanie Vergniaud, Marie-Noël Escurier, nous ont bien aidés à toucher tout un tas de relais sur le territoire, en passant... tu parlais de la femme enceinte tout à l'heure, enfin de la grossesse. Donc on a commencé par les sages-femmes notamment, pour aller voir un petit peu ce qui se passait pendant les grossesses. Ensuite, on a travaillé avec l'éducation nationale, donc avec les écoles primaires, avec les collèges, pour recenser les pratiques déjà des enseignants, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe autour de l'école, quels sont les freins, quels sont les leviers. Et puis on s'intéresse aux enfants, et là on a construit directement, donc ce sont les enfants qui vont parler eux-mêmes de leurs pratiques, de leurs perceptions, de leurs difficultés pour faire de l'activité physique. Et donc là on a travaillé avec notre experte, on va dire, au sein de l'ONAPS, qui est Alicia Fillon, et puis avec nos deux conseillères pédagogiques de l'éducation nationale des territoires concernés. Donc voilà pour ce qui concerne les relais au niveau des enfants. Ensuite, on s'est intéressé aux jeunes en difficulté d'insertion. Et là, on a eu une très bonne participation de la mission locale qui a, au cours des entretiens avec les jeunes et de façon répétée, les a invités à remplir un questionnaire qu'on a mis en ligne, donc qui s'adresse à toutes les populations de ce territoire au-delà de 18 ans. Donc, jeunes en difficulté d'insertion, vraiment, là, la mission locale nous a bien aidés parce qu'ils ont tous, à un moment donné, sur une période de 2 mois, rempli ce questionnaire qui nous permettait aussi d'analyser les freins, les leviers aux pratiques et leur propre perception. On s'est intéressé ensuite, grâce à la Maison des Solidarités, aux adultes en difficulté. Donc la femme enceinte, j'en ai parlé avec la protection maternelle et infantile. On a également rencontré et on a travaillé avec le centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées. Et comme on trouvait dans les premières réponses qu'on avait qu'on touchait insuffisamment les personnes âgées, on s'est rapproché du CIVOS, donc des services à domicile auprès des personnes âgées, pour relayer encore plus l'information qu'on voulait faire passer, parce que comment toucher les publics, je dirais, il y a leur faire remplir des questionnaires, mais il y a surtout les sensibiliser. Donc pour les sensibiliser, on a fait des informations, on n'a pas pu faire des informations publiques comme on l'aurait souhaité à cause du Covid, mais grâce à notre chargé de communication qui fait des belles infographies, on a diffusé des infographies sous format dématérialisé, sous format papier, avec les recommandations que Martine nous a présentées tout à l'heure, mais de façon ludique et compréhensible pour le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je dirais que les relais sur le territoire, et je suis en train de regarder mes notes, non, bien évidemment, on a également travaillé avec toutes les associations du territoire qui avaient répertorié la communauté de communes, et on a aujourd'hui 25 associations sur l'ensemble du territoire
qui sont mobilisées aussi pour nous expliquer ce qu'elles font, avec qui elles le font et comment elles le font. Nous avons travaillé avec le centre hospitalier, nous sommes en train de réaliser des interviews auprès des professionnels de santé de premier recours, donc sages-femmes, je l'ai déjà dit, mais également les médecins généralistes, les kinés, les pharmaciens, les infirmières. Et malgré la crise, malgré la situation, malgré la vaccination, on a des professionnels qui ont passé du temps avec nous et qui nous ont expliqué comment eux, ils utilisent l'activité physique, à la fois dans le domaine de la prévention, comment ils parlent de la sédentarité, comment ils encouragent, comment ils motivent à faire de l'activité physique ou pas, d'ailleurs, parce que tous ne sont pas convaincus, mais bon, la plupart plutôt oui. Et donc, et également comment ils utilisent l'activité physique en prescription, tu en as parlé aussi tout à l'heure, et là ils nous ont expliqué tous les freins qu'ils pouvaient avoir pour prescrire, parce que insuffisamment formés, parce que pas assez de relais. Enfin, voilà, donc tout ça nous a vraiment permis, je pense, on verra dans les résultats si c'est probant, en tout état de cause, grâce aux relais qui ont été mobilisés, je pense que nous avons touché énormément de personnes et que nous aurons de la matière pour mettre en évidence les forces, les faiblesses, les atouts du territoire, du point de vue de tous ces acteurs et des élus qui ont accepté également de passer du temps avec nous lors d'interviews. On est en train de poursuivre cela encore sur le mois de juin. Alors, je continue les questions. Avez-vous des retours sur l'impact de la crise sanitaire sur la condition physique de la population ? Alors, sur la condition physique, on en a chez les enfants, en tout cas de primaire. Je dois dire que c'est particulièrement inquiétant. Il y a Pauline Génin et puis Alicia Filon là, qui on travaille sur des enfants en primaire. On a l'évaluation, en particulier des capacités en endurance et de force. Pour ceux qui n'ont pas eu la crise sanitaire et ceux qui ont donc un an de crise sanitaire, c'est comme on aurait pu s'y attendre, c'est catastrophique. Voilà. Pour les adultes, on n'a pas de test actuellement, sauf qu'à l'ONAPS, on a fait donc une enquête sur l'activité physique qui a montré que de toute façon l'activité physique avait énormément diminué quel que soit l'âge, que ce soit des tout petits en passant par les adultes et les seniors. Donc si l'activité physique a diminué, la condition physique a forcément diminué, la sédentarité a augmenté. Donc là, on ne peut que craindre que la condition physique se soit détériorée, malheureusement. Donc voilà, les réponses vont dans le sens d'une détérioration, malheureusement, avec, je vous dis, juste une mesure faite chez les enfants qui sont vraiment catastrophiques. La mesure du travail la médecine du travail peut-elle jouer un rôle, faire des recos pour favoriser le développement de l'activité physique ? Oui, bien sûr que la médecine du travail joue un rôle très important. Il y a déjà... Elle essaye de promouvoir l'activité physique au sein du milieu de travail. Elle travaille aussi pour lutter contre la sédentarité sur le milieu de travail. On y passe déjà beaucoup de temps, hein. Sachant que les temps de sédentarité les plus longs, c'est-à-dire, je vous ai dit, il y a la quantité totale sur 24 heures, mais aussi éviter les temps prolongés. Et les temps prolongés assis, on les passe surtout au milieu de travail, hein. Puis la médecine du travail aussi, elle a un rôle, en plus avec le télétravail, qui n'a pas amélioré à la fois, on sait très bien, les études montrent que le télétravail a à la fois augmenté la sédentarité, a diminué l'activité physique, parce que quand on est en télétravail, eh bien, mine de rien, on a moins d'activité, on n'a pas les déplacements, et puis les déplacements pour aller au travail, et puis même au sein du travail, quand on est chez soi, il n'y a pas les déplacements à la machine à café, à la photocopieuse, donc les déplacements au sein de la maison sont beaucoup plus réduits que ceux qu'on a sur le milieu de travail. Donc on bouge moins, puis en plus on grignote, on a tendance à grignoter parce qu'on a tout sous la main. C'est tellement plus facile quand on est chez soi. Donc le télétravail, en tout cas, n'a pas amélioré les conditions d'activité physique et de déplacement. Donc ça n'a pas,
plus les positions qu'on a et le lieu qui n'est pas forcément adapté au travail. Donc la médecine du travail a un rôle extrêmement important. De toute façon, c'est son rôle elle a un rôle de prévention. Donc c'est des questions qu'elle doit poser, niveau d'activité physique, niveau de sédentarité, et puis prévenir effectivement et faire des propositions pour ça. Faut-il que les 30 minutes d'activité physique par jour soient consécutives? Non, pas du tout. Ça, c'est fini. Et même pendant un moment, on a dit même qu'il fallait qu'elle soit sous forme de petits bouts de 10 minutes. Même ça, c'est complètement faux. On sait maintenant que ce qui compte, c'est qu'on arrive à 30 minutes à la fin de la journée, mais que ce soit 1 minute par-ci, 3 minutes par-là, puis 5 minutes, puis 2 minutes, etc. Peu importe. L'important, c'est qu'elle en arrive, peu importe la façon dont cela a pu être morcelé, l'important, c'est qu'on arrive à 30 minutes à la fin de la journée. Mais que ce soit consécutif ou morcelé, sous quelque façon que ce soit, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de faire de bouger, et sous quelque forme que ce soit, et sous forme d'épisodes continus, interrompus, voilà. Donc on sait maintenant que c'est l'intérêt des capteurs de mouvement qui nous montre que maintenant qu'on peut tout capter, tout compte. Voilà. Voilà. Pas de nouvelles questions Si. Si, professeur, je voulais vous en poser une. Vous aviez, dans une de vos diapos, montré qu'effectivement l'activité physique chez les jeunes était en chute par rapport aux années précédentes, mais est-ce que la sortie du Covid, on ne va pas constater que nombre d'associations sportives, et auprès de ces enfants qui sont essentiellement animés par des bénévoles, ne vont pas retrouver ces structures d'encadrement et qu'on va se retrouver avec une génération de gamins qui risquent de passer à travers quelque chose? Il est possible qu'il y ait des associations sportives qui aient des problèmes financiers, ça c'est une inquiétude, c'est clair. Non, moi j'aurais tendance à penser que, alors pour les enfants, effectivement, qui est des enfants qui aient encore pris l'habitude de bouger moins, ça c'est vraiment à craindre. J'espère que non, mais je crois qu'effectivement il va falloir être extrêmement vigilant. Par contre, pour les adultes, moi je pense que le Covid a fait vraiment prendre conscience que, en tout cas au moins le premier confinement, a fait prendre conscience aux gens que c'était insupportable de passer la journée assis toute la journée. Et en tout cas, nous on le voit bien en Auvergne. Enfin, moi qui ai l'habitude de randonner, j'ai jamais vu autant de monde sur les chemins de randonnée, les week-ends, faire du vélo. Je n'ai jamais vu autant de monde. Bon là maintenant il fait beau, mais quand tu es au mois de mars, avril, il faisait mauvais, il faisait froid. J'ai jamais vu autant de monde sur les chemins de randonnée. Jamais vu ça. On sentait que vraiment les gens ont besoin de bouger, et c'est encore quelque chose qu'on voit actuellement. Donc je pense que les adultes, on le voit bien, enfin, les vélos électriques, on ne peut plus en acheter, il y en a plus. Enfin, je pense que ça, mais pour les enfants, je ne suis pas sûr que ce soit gagné. Effectivement, j'ai l'impression que là, il va vraiment falloir... de retrouver ces bénévoles qui se sont désengagés. Ah, les bénévoles. Non, moi, c'est pas au niveau des bénévoles. Moi, je pense que les enfants ont pris encore plus le pli de moins bouger. Mais bon, j'espère que je me trompe. Et pour aller justement dans la continuité de ce qui a été dit, on voit le rôle absolument essentiel dès la plus jeune enfance, comme tu l'as montré, pour développer des comportements sur ces jeunes enfants. Et une question que je me posais aujourd'hui, si on prend les consultations annuelles pédiatriques, on a tout un tas de choses qu'on passe en revue, la taille, le poids de l'enfant, etc. Mais à mon sens, pour l'avoir vu avec mes enfants, jamais la question de l'activité physique n'est abordée. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, dans les consultations pédiatriques, des recommandations, je ne sais pas, dans ce sens, ou c'est peut-être justement les recommandations que fait l'ONAPS Ça, on avait demandé à ce que... Enfin, c'est quelque chose qu'on demande depuis un petit moment, c'est que dans le carnet de santé, le niveau d'activité physique des enfants soit noté. Ça devrait être une question posée systématiquement. Le niveau d'activité physique... Et même... Alors, bon, je ne vois pas un pédiatre peut être capable de faire un test navette ou l'équivalent. Mais donc, l'ONAPS, nous, on milite pour... Enfin, on milite. On demande à ce que ce soit fait à l'école, que la condition physique soit mesurée tous les ans ou tous les 2 ans à l'école. Oui, vous avez tout à l'heure cité les milieux socio-professionnels, qui étaient défavorisés. Et justement, je pense, alors je ne sais pas si au cours de votre enquête à Tardieu, vous avez pu savoir exactement si des enfants ne pratiquaient pas parce que les parents n'avaient pas les moyens. Je sais que ce n'est pas facile à dire, mais venant des enfants, quelquefois, ça peut arriver.
Nous, on a été alertés, notamment au niveau de la municipalité de Bignon, sur le fait que les licences sont relativement chères. Une licence de basket, c'est 150 €. Enfin bon, par nos collègues qui, justement, sont dans ces associations. Et on a décidé de mettre en place, enfin, d'améliorer un bon loisir, culture et sport pour permettre justement à des enfants de pouvoir pratiquer. Parce que lorsqu'on a 2 ou 3 enfants dans la famille et qu'il y a une licence à 150 €, on peut penser que c'est un frein. Absolument. Donc, la crise aidant, alors je ne sais pas si au cours de vos enquêtes, vous avez ressorti ça ou si c'est ressorti. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, nos collègues qui sont dans les associations sportives nous ont alertés. Et je pense que s'il y a des élus, et je crois qu'il y en a ce soir qui écoutent, ça serait bien qu'on se penche sur cette problématique et qu'éventuellement on puisse apporter des aides pour que des enfants ne soient pas privés de sport pour des questions financières. Je suis bien d'accord, c'est un élément important effectivement parce qu'il y a des prix de licence qui sont pas accessibles pour certaines populations, c'est évident. Ouais. Plus l'équipement. Ouais. Quel type d'activité physique vous recommanderiez en milieu scolaire, sachant que l'activité physique peut se faire dans la classe, peut se faire dans la cour, peut se faire en dehors des heures de PS? Que vous cibleriez en premier, ou qu'est-ce que vous proposeriez à des enseignants en leur disant si vous faites ça régulièrement, là on va pouvoir agir, plutôt ça que ça? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est, je crois que, des classes actives, c'est-à-dire des cours actifs, en tout cas au moins mais même pour les plus grands, alors que ce soit des vélos bureaux ou des choses comme ça. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose de positif. La deuxième chose, c'est des récréations beaucoup plus actives. C'est-à-dire que, alors, pas obligé, mais en tout cas rendre des récréations actives, qu'au moins il y ait une récréation de 20 minutes active. Alors, en mettant en place des jeux sous un système de jeu, puis en rendant les cours vertes, voilà, ça peut être alors soit un jardin collectif à mettre, peut-être qu'ils s'occupent d'un jardin collectif, ou voir avec les enfants ce qu'ils peuvent mettre en place, mais pas, alors en particulier quand ils sont les adolescents, quand on les voit tous vautrer sur leur smartphone à la récréation, qu'il y ait au moins une récréation qui soit active déjà. L'idée des 30 minutes par jour, c'est ça, hein, c'est qu'au moins il y ait une récréation de 20 minutes active, qu'il y aura au moins les 20 minutes, enfin, voilà. Et puis, l'autre possibilité, c'est aussi la rue qui amène à l'école qui soit piétonne. De façon à ce qu'il y ait au moins 10 minutes aller, 10 minutes retour pour amener les enfants à pied à l'école. Ça fait 10 minutes, alors s'ils le font 4 fois par jour, au moins, ou aller-retour, ça fait déjà 20 minutes. On arrive vite à... Oui, c'est des minutes qui sont additionnées et on arrive quand même à faire bouger les enfants, voire les enfants et les parents. Une récréation active, voire des classes actives, la rue piétonne, en tout cas au moment des heures de classe, des heures d'entrée et de sortie de classe. Voilà, des petites choses, mais voilà. Pour répondre à M. Charlat, oui, c'est bien une question qui a été posée, la question des freins financiers. Alors on est en cours d'analyse, on est très loin d'avoir tout analysé. Elle ne ressort pas pour le moment de façon très nette. Ce frein-là ne ressort pas de façon très nette. En revanche, il y a quelques expérimentations qui sont mises en évidence, parce que l'intérêt aussi de ce diagnostic, c'est de montrer les bonnes pratiques. Et il y a des bonnes pratiques sur ce territoire, notamment celles que Martine décrit à l'école sur des réactions actives ou des classes actives. Donc ça, on va essayer de vraiment bien l'identifier pour montrer que ça se passe, que ça existe et que ça apporte quelque chose. Et on a autrement, moi ce que j'ai commencé à repérer aussi, c'est qu'on a plutôt tant du côté d'ailleurs des professionnels de santé que des personnes qui disent que sur ce territoire, il y a un potentiel énorme pour bouger. On n'est pas obligé d'aller s'inscrire dans un club. Et les personnes ont de plus en plus envie de pratiquer sans être encadrées. Et voilà, et la promenade, et la randonnée, le footing, enfin,
tout ce qui peut permettre de bouger. Il y a vraiment ce qu'il faut sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc ça ressort assez nettement pour le moment. Hein. Bon, maintenant, comme je vous disais, on est tout à fait au début de nos recherches. Il y a une demande de la part des jeunes, mais on a une demande notamment de City Park. Enfin, si je dis City Park, parce que je ne sais pas trop la dénomination, hein, c'est un petit complexe multisport. Et les jeunes, donc Nathalie Marin, qui est chargée de la jeunesse, qui est là, c'est mieux que moi, puisqu'elle est à l'origine, avec quelques autres élus, de la pratique du vélo tout-terrain, qui fait que les enfants, justement, vont facilement sur ce circuit pour se dépenser le soir, le week-end. Et donc l'idée, ça serait de faire à proximité quelque chose qui puisse permettre aux enfants de pratiquer toutes sortes de sports sans pour autant, comme vous le disiez, Tardieu, prendre une licence pour pratiquer un sport en permanence. Ça avait été une remarque qu'on avait eue, là, mais Michel Tardieu, c'est vrai ce que vous dites. Là, c'est une enquête qu'on avait faite il y a déjà pas mal d'années, Marino, où la demande des enfants était des activités, mais libres, quelque part, et pas encadrées dans des structures trop organisées. Le mot de la fin, professeur ? Eh bien, je vais vous demander de vous lever. Je crois que vous avez passé suffisamment de temps assis. Et puis surtout vous remercier. C'est nous qui vous remercions pour cette belle présentation. Merci à vous tous. Merci à vous.